Bienvenue les amis, bienvenue sur la toile. Aujourd'hui on se retrouve pour parler à nouveau service de streaming, hasard de l'actualité, et puis grâce surtout au conseil de Michel, un abonné que je remercie mais alors chaleureusement pour le coup, pour m'avoir fait découvrir ce film que je ne connaissais pas, à l'Ouest rien de nouveau. Alors je connaissais les anciennes versions du film, les anciennes adaptations du bouquin, mais j'avoue que cette adaptation toute récente qui est tombée sur Netflix était complètement passée en douce, en sous-marin de la Seconde Guerre mondiale. Alors en l'occurrence là on va pas parler de la Seconde Guerre mondiale, mais de la première, c'est tout le parti pris de ce livre, qui est ici adapté pour la 3e fois. Bah ouais, il y avait déjà eu des tentatives d'adaptation du bouquin. Alors le bouquin on le doit à Erich Maria Remarque, je dois écorcher son nom, c'est un Allemand. Allemand ou autrichien? Allemand, je crois. Et le bouquin date de 1929, c'est un grand pamphlet pacifiste, anti-guerre, qui va nous prendre aux tripes pour nous faire vivre l'enfer vécu par un jeune soldat pris dans la guerre des tranchées. Et c'est devenu avec les années forcément un livre référence, un livre qui n'avait pas forcément plu pendant la montée de l'Allemagne nazie, puisqu'il avait été brûlé sur les autodafés au milieu des années 30, dans l'Allemagne qui commençait à virer un petit peu fasciste. Et si je vous parle d'adaptation précédente, c'est parce que ce bouquin avait déjà été adapté en 1900, alors je vais pas me planter sur les dates, 1929 ou 1930 par Lewis Milestone, une très bonne adaptation d'ailleurs, et 1979 par Delbert Mann. La première de ces adaptations est américaine, la deuxième est anglaise. Le film de Delbert Mann est vraiment bon, il y a Ernest Borgnine, Donald Pleasence au générique, et je l'ai toujours beaucoup apprécié, mais il faut remarquer que cette adaptation, elle a déjà plus de 40 ans, il était temps peut-être d'en faire une nouvelle version modernisée, je sais pas, en tout cas, il faut remarquer que adaptation américaine, adaptation anglaise, jamais les Allemandes s'étaient penchées sur le sujet finalement. Là, il s'agit d'un film allemand, alors en réalité une coproduction, parce que il y en a plein l'écran, ça coûte des sous, donc c'est une coproduction allemande, américaine et anglaise. Et cette nouvelle adaptation, on la doit à Edward Berger. Edward Berger, c'est qui? C'est nobody, je vous le dis à chaque fois, franchement, et c'est vraiment pas méprisant dans ma bouche, mais c'est normal d'aller chercher un peu des metteurs en scène qui n'ont pas fait grand-chose avant. Pas fait grand-chose, tout est question de point de vue, hein. Edward Berger, il a fait beaucoup de télé, donc il a eu le temps de se faire les dents sur pas mal de séries plutôt belles visuellement, dont la très belle série The Terror, un peu chiante, moi j'ai trouvé, mais très belle série visuellement, et puis Deutschland 83, qui est une série qui a bien marché, à noter un casting aussi essentiellement allemand. Alors le film est en langue allemande, avec des morceaux de français, mais c'est un casting essentiellement teuton, avec à l'affiche Daniel Brühl, excellent comme toujours. Et c'est un film long, c'est un film ample, c'est un film ambitieux, il affiche plus de 2h30 au compteur, donc c'est un très grand film, et il fallait bien ça pour nous raconter cet épisode sinistre de la Première Guerre mondiale, parce que la guerre des tranchées est vraiment un épisode sinistre de cette guerre-là. C'est une guerre qui a vu des millions de morts, de jeunes gens appelés sur le front, littéralement sur les fronts, pour rester, pour la plupart du temps, bloqués dans une guerre des tranchées, où ils ont passé des années pour gagner quelques dizaines de mètres, quelques centaines de mètres par là, par-ci, pour les reperdre quelques jours plus tard. Et ça en soi, c'est déjà une déclaration de l'imbécilité de cette guerre. C'est une guerre un peu médiévale, la Première Guerre mondiale. C'est une guerre, il n'y a pas encore tous les attributs technologiques qu'on peut déployer aujourd'hui. Et c'est un film qui veut nous montrer cette réalité sordide, cette vie dans les tranchées, et qui y arrive particulièrement bien. Alors, je vous le dis tout de suite, il y aura du spoil, forcément que ça va spoiler un petit peu, parce que de toute façon ça spoil dès les 5 premières minutes du film. Ouais, attention, spoil, le héros meurt à la fin, ouais, forcément, c'est une guerre avec ses issues tragiques et ses destins brisés, dont celui du héros qui finalement succombera à la toute fin du film, dans un grand moment d'imbécilité guerrière. Mais avant ça, il y aura toute une trajectoire, et c'est ça qui est passionnant, je trouve, dans ce film, c'est de voir vraiment l'évolution de tous les personnages qu'on va croiser, parce qu'il n'y a pas que le héros succombe au début. Franchement, on suit son parcours en sachant qu'il va y rester, c'est encore plus poignant, parce qu'on se dit, mais à quel moment est-ce que ça va vraiment partir en vrille? En fait, ça part en vrille très rapidement, parce que dès le début, on a cette espèce de motivation guerrière très forte, qui n'a pas été sans rappeler Starship Troopers, dans un genre totalement différent. Starship Troopers, c'est aussi un très grand film de SF, un film d'action absolument incroyable, mais c'est aussi une espèce de charge à boulet rouge contre le fascisme, contre la guerre et ses dérives. Et là, on est en plein dedans. On est des jeunes qui sont à peine sortis de l'école, qui vont arriver, qui vont se faire embrigader, totalement laver le cerveau. Faut les voir au début motivés par des discours va-t-en-guerre. Et si je vous dis que ça me rappelle Starship Troopers, c'est parce qu'au moment où vous vous rappelez, le personnage joué par Casper Van Diem arrive, et il y a en face de lui un homme en fauteuil roulant qui lui dit l'armée a fait de moi l'homme que je suis. Et ben là c'est un peu pareil, il y a quand même le héros qui arrive et qui regarde son assignation et qui se dit ouais super,
Je suis pressé d'y être, littéralement, il dit « je suis pressé d'y être », ils sont tous pressés d'aller botter le cul de l'ennemi, franchement, ils ont été motivés, ils sont chauffés à blanc, votre pays compte sur vous, ils font même pas gaffe qu'on leur donne des... Enfin, ils se rendent pas compte, on fait en sorte qu'ils ne se rendent pas compte qu'on leur refile des tenues qui ont déjà servi à des militaires morts sur le champ, donc on a déjà une approche assez terrible, assez cynique de la guerre, mais on a ces jeunes qui y vont, et il va pas falloir longtemps pour qu'ils déchantent, en fait, il va falloir... à peine une bobine, et ça c'est le début du film, il déchante très rapidement, je peux vous le dire, dès les premiers coups de feu échangés. Alors là, ça va pas vous surprendre, mais c'est un film très violent, extrêmement violent, on nous fait prendre conscience tout de suite que, on peut devenir un peu marteau dans ce genre de situation, et à juste titre, hein, parce que quand les balles volent, qu'elles rasent très bas et qu'elles emportent votre casque ou la tête de votre ami, c'est un petit peu difficile de garder les idées froides, et c'est vraiment une vision sans phare de la guerre. Alors on insiste un petit peu, on lui donne un côté... j'ai envie de dire très Seigneur des Anneaux, on comprend même, enfin moi-même, pendant le film, je me suis dit oui, je comprends, Tolkien, il avait été pris dans l'enfer de la guerre, c'est ça qui lui a inspiré un peu le Seigneur des Anneaux. Là, il y a des visions, sincèrement, on dirait le Mordor. Vous avez ces espèces plus ça va, plus le film raconte l'avancée de cette guerre qui a duré plusieurs années, où au début on tâtonne un petit peu. Si je vous dis que c'était une guerre presque médiévale, c'est parce que j'avais vu une fois une exposition sur la Première Guerre mondiale, et j'avais vu des outils qui étaient absolument incroyables. Il y a des masses de guerre, on allait dans les tranchées, une fois qu'on avait bien gazé l'ennemi, ou qu'ils étaient bien en déroute, on allait achever les blessés à coups de masse, parce qu'on gaspillait pas les balles comme ça. Donc c'était vraiment une guerre barbare, une guerre de la barbarie. Il n'y avait pas encore l'aviation à l'époque. Il y avait l'aviation, mais elle était balbutiante. Les mecs, ils montaient dans des avions, c'était des avions limite en bois, et on se tirait dessus à la mitraillette. C'est-à-dire qu'en plein air, on prenait des mitraillettes, ou alors on lâchait des trucs un peu lourds sur la tête des ennemis, mais on n'était pas encore aux guerres technologiques modernes. Faut voir à quel point la guerre aura fait une avancée, une vraie évolution entre 14-18 et 39-45. Et donc au début on va y aller à coups de gaz, à coups d'échange, et puis petit à petit le conflit va s'enliser, et là on voit arriver les tanks, les chars, les lance-flammes, et si je vous dis le Mordor, c'est que c'est vraiment le Mordor, il y a des flammes, il y a des fumerolles, c'est une guerre vraiment dégueulasse, on n'a pas envie d'y être, et nos héros vont vite déchanter, forcément, en voyant les leurs brûler vifs, dans cette guerre qui fait des hommes des semblables finalement, parce que ça c'est bien montré dans le film, on a vraiment tous ces visages couverts en permanence de cendres, à tel point qu'au bout d'un moment on sait plus qui est qui. C'est assez incroyable de voir à quel point l'individu va être déshumanisé, pris dans les rouages, broyé par la guerre, jusqu'à devenir... En fait, tous ces hommes sont littéralement frères, ils sont tous couverts de cendres, on ne les distingue plus les uns des autres, et pourtant ils se tirent dessus, ils se massacrent, c'est absolument éprouvant, et on va vivre ça au rythme des aventures vécues par notre héros, sachant que le film a un rythme très spécial, très particulier, que j'aime beaucoup. Vous avez une alternance de scènes de guerre extrêmement violentes, extrêmement brutales, qui contrastent avec des moments beaucoup plus doux, presque de joie, et qui sont tout de suite désamorcés par une séquence à nouveau plus violente, pas forcément par le conflit, mais à l'exemple de cette scène où nos héros vont voler une oie. C'est une scène assez joyeuse, on se croirait dans les 400 coups de Truffaut, nos héros volent une oie, il y a le fermier qui sort... qui tire un coup, qui les touche pas, et puis ramène une oie au campement, et là, ils vont régaler leurs camarades, triés sur le volet, parce qu'on peut pas partager une oie avec tout le monde, et il faut savoir qu'on voit bien que les soldats, ils crèvent de faim, pendant que les généraux, ils sont encore en train de se régaler, ils s'en foutent plein la panse. À ce niveau-là, le film n'est pas sans rappeler des grands films... des grands pamphlets comme La charge de la brigade légère, de Tony Richardson, ça c'est pour moi une vraie référence sur l'imbécilité, l'inutilité de la guerre, et ces soldats qui sont envoyés au front pendant que les généraux restent bien en arrière, à prendre des décisions. C'est bien montré dans le film, avec le personnage de Daniel Brühl qui essaye de négocier un moment une armistice, mais les Français n'en veulent pas, tant pis si des jeunes meurent, ils veulent juste mettre l'Allemagne à genoux. On a ces phrases terribles, genre mais si vous nous imposez une paix qui n'est pas voulue, ça sera une paix haïe, et l'histoire leur a donné raison. Donc c'est absolument dingue de voir ces généraux qui restent en arrière, qui commandent, et ces jeunes soldats qui meurent sur le front. Là pour le coup c'est extrêmement bien montré, et cette scène de loi, elle est marrante d'un côté parce qu'ils ramènent l'oie, ils mangent avec leurs camarades, là vous rigolez avec eux, vous êtes dans une ambiance feu de camp, ils retrouvent un peu de joie, en mangeant à nouveau, ils retrouvent un peu de joie, ils partagent un moment, et puis... Là, il y a un de leurs camarades qui va voir passer une caravane, qui va aller vers la caravane. Alors tout le monde rigole de lui. Ah, qu'est-ce qu'il va... Une caravane composée visiblement de jeunes femmes. Et il va vers cette caravane et tous ses collègues se moquent de lui de loin. Et regardez, il va se prendre un vent, il va essayer de draguer la fille et tout. Et puis on le voit, il prend le sac de la fille, il lui porte et il part. Une séquence d'une délicatesse extrême pour montrer que oui, il y a des déserteurs et que c'est peut-être pas les plus idiots des soldats. Là, pour le coup, il s'éloigne tranquillement avec cette caravane. Qu'adviendra-t-il de lui ?
On n'en sait rien, mais en tout cas, lui, il sera plus sur le front, il sera plus dans les tranchées à risquer sa vie. Et ce sont des moments que je trouve vraiment mais bouleversants. Et quand le film a démarré, j'ai été très vite happé. Franchement, il m'a fallu 5 à 10 minutes pour être dedans. La musique, elle est quasiment absente du métrage. On laisse parler les cris, on laisse parler les bruits de la guerre. Il y a tout au plus ces espèces de trompettes de la mort qui résonnent. Au début, je me suis dit, wow, c'est un peu lourd, dans des espèces de nappes que n'aurait pas rogné Hans Zimmer. Et pourtant, en fait, plus le film avance, plus ça fonctionne. Parce qu'en fait, ces tambours annoncent un peu l'arrivée de la mort, tout simplement, l'arrivée de la guerre, tel littéralement un char d'assaut. Et ça fonctionne parfaitement. Ce film recueille de nombreux suffrages, les gens généralement l'aiment bien. Alors quand on va fouiller un petit peu, il y a toujours les gens qui vont vous dire « Oui, mais ça, c'est pas véridique, historiquement et tout ». Mais en fait, il y a une volonté de moderniser le récit pour qu'on sente l'imbécilité intemporelle de la guerre. C'est-à-dire que ça pourrait se dérouler à notre époque sans mal. Alors oui, le réalisateur a voulu quelques plans, il y a par exemple des avions qui passent à la fin, on voit ces avions qui passent, on voit ces chars d'assaut, et j'ai vu quelques commentaires d'internautes qui disaient « Oui, les chenilles du char d'assaut, c'est celles de chars de 39-45, qu'est-ce que j'ai lu d'autre ?» Pas mal de petits détails techniques comme ça, mais en fait c'est juste pour vous montrer l'imbécilité de la guerre dans ce qu'elle a de plus crasse, c'est pas pour s'apesantir sur des petits détails comme ça, ou finalement sans importance, au contraire, ça nous ramène à une guerre qu'on comprend, parce que si on avait eu un trop gros décalage technologique, on aurait pu être tenté de se dire « Ouais, mais c'était comme ça à l'époque, ça n'arriverait plus aujourd'hui », alors que ça arrive encore aujourd'hui partout, tout le temps. Et du coup, de la même façon, il y a des petits détails qui sont un petit peu modifiés pour que le public adhère complètement à la proposition. Par exemple, les termes de l'armistice qui est proposé dans le film. Il faut voir la façon dont les Français sont représentés avec cette espèce de général, là, de maréchal, complètement imbu de lui-même, qui vient, qui fait le kéké, qui se la pète un petit peu. Et en fait, les termes de l'armistice qu'on nous présente, que les Allemands vont signer, ce sont des termes qui vont en fait être entérinés plus l'année suivante. C'est-à-dire que je crois que c'est en 1918 que ces termes seront vraiment appliqués par le traité de Versailles. En réalité, dans le film, on nous les présente comme les termes que vont signer les Allemands lors de l'armistice, mais c'est un point de détail, c'est pour faire une ellipse, c'est pour vous montrer à quel point cette guerre va mettre les Allemands à genoux, et à quel point elle va paver le chemin pour l'Allemagne fasciste qu'on a connue en 39-45. Et je vous le dis, sincèrement, je trouve qu'on est en présence d'un très grand film. Est-ce que c'est le grand chef-d'œuvre que j'attendais de voir sur Netflix? Ben pour ma part, sincèrement, ça fait partie des très grands films que j'ai pu voir sur Netflix. Là, pour le coup, un 4K. Pitié, un 4K, parce que j'ai vraiment envie d'avoir ce film. C'est un film que je pourrais voir, revoir, qui se déguste comme une série, un peu en accéléré, parce que vous avez vraiment des épisodes au milieu, comme je vous l'ai dit. Et c'est vraiment un film sur l'inutilité de la guerre. Il y a eu, il y a pas longtemps, le Dunkerque de Nolan, que j'ai trouvé vraiment pas mal, intéressant, mais alors c'est marrant parce que en mettant les deux films en parallèle, on voit à quel point le Dunkerque reste quand même un film moderne, un film d'action, avec ses trois niveaux. C'est vraiment un bon film, j'ai bien aimé Dunkerque, mais là, on plonge vraiment plus profondément dans l'inutilité de la guerre, à l'image de la mort du héros, parce que comme point d'orgue, à la fin, vous avez quand même ce héros qui meurt pour rien. Il meurt pour rien. Alors là, attention, spoil, hein, si vous voulez le regarder, mais c'est déchirant, c'est-à-dire qu'on sait que le héros va mourir, mais on ne sait pas dans quelles circonstances. Et il y a quand même tout un pan du film à la fin où on se dit, mais ça y est, ils ont fini, l'armistice est signé, ils vont rentrer chez eux, et parce qu'il y a un général allemand un petit peu trop va-t-en-guerre, que l'armistice a été signé et qu'elle est officielle à midi, bah lui il dit jusqu'à midi, on a jusqu'à midi pour reprendre cette plaine. Et il envoie ses soldats à 11h15 pour reprendre la plaine. Et là on voit dans le visage du héros, parce que les acteurs sont absolument magnifiques, moi je les connais pas, hein, c'est pas des acteurs très connus selon moi, et on voit dans ses yeux l'abandon. Il a vu mourir tous ses amis, il a renoncé à tout, il avait perdu tout espoir, il l'avait retrouvé, et là c'est genre la cerise sur le gâteau pour lui, c'est-à-dire qu'il y va sans y croire, il sait qu'il ne s'en sortira pas, et il va littéralement mourir de la façon la plus conne qui soit, c'est-à-dire que l'armistice va être en train de sonner, ça y est, il s'effondre, il a juste le temps de respirer un peu l'air une dernière fois, et il meurt au moment même où l'armistice résonne. Bref, vous l'aurez compris, c'est pour moi un indispensable que ce film À l'Ouest, rien de nouveau, sincèrement, je trouve que c'est un très grand film, moi ça m'a vraiment ému, ça m'a tiré les entrailles, et je pourrais juste rien lui reprocher, quoi. Tout est à l'avenant, la photographie est sublime, il y a vraiment différentes atmosphères dans le film, les acteurs sont tous impeccables, ils font passer énormément, on passe des rires aux larmes, de la joie à la tristesse, parfois dans une même scène, on glisse doucement avec ces héros qui se confient. Enfin, ces héros, sont-ils vraiment des héros? Y a-t-il des héros des deux côtés? Il y a une scène, encore une fois, qui vous arrachera le cœur, entre ce soldat français qui sont tellement habitués à devoir se tirer dessus que le héros se retourne, il y a un soldat qui est là au-dessus de lui, et ce soldat a hésité, et notre héros va lui tirer dessus, et
il va l'abattre, et puis en retrouvant d'un coup son humanité, à travers ses larmes, il va se rendre compte qu'il va essayer de le sauver, et là ça va être la plus grande douleur de toutes, de ne pas pouvoir sauver un homme qui vient lui-même d'abattre. Enfin, c'est déchirant du début à la fin. Voilà, vous pouvez maintenant du coup éteindre cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous éteignez ça, et tout de suite vous filez vous connecter sur Netflix pour voir ce très très grand film d'Edward Berger, À l'Ouest, rien de nouveau. Moi je vous laisse là, je vais essayer de monter ces émissions un peu rapidement, par la suite je voulais faire du contenu un peu guitare, un peu musique, et puis là ça traîne un peu, c'est un peu difficile, fête de fin d'année, là j'ai plus beaucoup de temps, donc je vais essayer de vous monter tout ça rapidement. En vrac, j'aimerais bien sortir les émissions guitare et musique qui sont un petit peu sous le bras depuis un petit moment. J'ai du contenu en retard, j'ai même une émission qui a été tournée pendant l'été, en retard. Il va falloir faire de la place pour le petit bilan de fin d'année, on se fera un petit bilan qui nous permettra de parler d'un peu de tout ce qui n'a pas été évoqué dans les émissions précédentes. Voilà, c'est donc tout pour aujourd'hui, vous pouvez reprendre le courant de votre vie et retrouver une activité normale. Moi je vous dis, comme toujours, à la prochaine. Ben, ça sera pas ailleurs, ça sera ici, là, sur cette même chaîne. Ciao!